Instant décryptage sur Matin d'Eden, auditeur de la 102.3 et téléspectateur d'Eden Télévision. Le décryptage d'aujourd'hui revient sur la grande conclusion de la COP 24 qui s'est déroulée en Pologne. Cette COP qui a joué aux prolongations et qui a pris fin le samedi 15 décembre 2018 et qui est finalement débouché sur l'accord de Katowice. Dans ce numéro du décryptage sur Matin d'Eden, on revient sur le contenu de cet accord et on parlera ensuite de sa mise en application. L'accord de Katowice qui parle beaucoup plus de la mise en œuvre, des règles de mise en œuvre de l'accord de Paris avec deux confrères journalistes spécialistes, journalistes des questions environnementales. Fulbert Adjimerosso du quotidien Fraternité. Bonjour Fulbert. Et bonjour Corneille. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci bien. Et puis en face de vous, Christian Rounombe, il est aussi analyste des questions liées à l'environnement. Christian, bonjour. Bonjour Corneille et bonjour chers téléspectateurs. C'est vrai, quand on parle de Christian, c'est beaucoup plus la Fondation Linéré aussi qui organise des soirées de récompenses aux acteurs. Voilà. Merci à vous. Alors, on va démarrer rapidement, Fulbert. Voilà, on a assisté aux événements en Pologne pendant 2 semaines. Certains observateurs, je ne sais pas, ça dépend des positions, ont qualifié aussi cette COP-là, COP qui a échoué. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Oui, on a l'impression effectivement que la COP 24 a été une COP de formalisme. On n'a pas vraiment senti quelque chose bouger à la COP 24. D'abord, quand on parle des enjeux, déjà, à la veille de la COP, il y a eu le rapport du GIEC qui annonçait les couleurs de ce que seront le réchauffement climatique et les changements climatiques d'ici 10 ans, si rien n'est fait. Si on doit maintenir, par exemple, la trajectoire de 2 degrés. Et compare également aux effets liés à un réchauffement à 1,5 degré. Et pas à niveau de la conclusion, mettez en garde déjà les décideurs de ce que si rien n'est fait, même si nous sommes dans la droite ligne de la COP 21, si rien n'est fait, on risque d'avoir des catastrophes et des extinctions d'espèces. Donc la COP 24 était attendue pour se prononcer sur le contenu déjà du rapport du GIEC. Est-ce qu'il faut changer alors les règles établies à la COP 21 ou est-ce qu'il faut forcer les États à les respecter, tout au moins pour que nous soyons sur la trajectoire de 2 degrés. Malheureusement, à la COP 24, on n'a pas vraiment même discuté du contenu du rapport. D'ailleurs, même les pays comme les États-Unis, l'Arabie Saoudite n'ont même pas voulu accueillir favorablement le rapport, le Brésil également. Donc, la COP 24 n'a été pratiquement que du formalisme. On s'est juste contenté de dire qu'on a adopté des règles de mise en œuvre d'une COP qui a eu lieu il y a 3 ans. Ça veut dire qu'on est resté encore à une étape embryonnaire, pratiquement. Alors, Christian Rounombe, c'est votre avis également, puisque tout le monde sait que l'accord de Paris prévoit la limitation du réchauffement entre 1,50 et voici 2 degrés. Et on sait effectivement qu'après Paris, on a eu Marrakech, on a eu Bonn, et qu'en l'espace de 3 ans, les données scientifiques ont évolué autrement, et qu'il faut revoir peut-être l'accord de Paris. Mais finalement, on s'est entendu sur sa mise en œuvre, alors qu'on sait pertinemment, et c'est ce que Fulbert a tenté d'expliquer tout à l'heure. Alors, c'est votre avis également, formalisme en réalité, des négociations? Je dirais tout simplement que c'est du formalisme. Et en réalité, j'ai compris que les gens étaient face à un mur. Et donc, on a organisé la COP pour avancer. Mais l'avancée qu'on nous a servi, l'avancée finale, c'est une avancée technique. C'est-à-dire, on s'est arrêté à l'adoption de manuels d'application des règles qu'on appelle du précédent COP. Et donc, j'estime que on n'a pas avancé. Si on avait avancé, on aurait pu nous dire voilà, et désormais, le contenu du rapport GIEC, par exemple, on a tenu compte de certaines rubriques qui vont désormais valoriser le changement climatique. Et donc, aujourd'hui, on a épilogué sur des questions qui auraient pu nous avancer. Et quand vous suivez un peu les associations qui étaient, les ONG qui étaient présentes à ce niveau, c'était pas la grande satisfaction. Vous entendez les gens dire l'accord de Paris et l'accord de Katowice a été une avancée, mais insuffisant par rapport aux attentes sur le changement climatique. Et quand vous entendez déjà les gens parler comme ça, vous devez comprendre, jusqu'à aujourd'hui,
Nous sommes à la 24e. Hein, nous sommes quand même à la 24e édition de cette conférence-là. Mais quand nous finissons une telle conférence et nous disons que ce n'est rien d'autre qu'un manuel d'application de la COP, on sait qu'à chaque COP c'est quand même des dispositions. Donc si l'année prochaine on nous dit encore qu'on est venu encore adopter un manuel d'application des règles de la COP 24, que dirons-nous, Corneille? Que dirons-nous finalement? Ça veut dire que nous faisons du sur place. Il y a l'inertie du calendrier institutionnel. Hein, et quand vous prenez certains pays ne sont pas du tout d'accord aujourd'hui avec le fonctionnement, la façon dont on veut prendre des dispositions par rapport à la gestion du changement climatique dans le monde. Les États-Unis ne partagent pas les mêmes aspirations que la France. Hein, la Koweït, l'Arabie Saoudite, c'est des pays qui ne pèsent pas de la même façon. Et maintenant, quand nous prenons les nations comme les nôtres, hein, les petits pays, les petits pays également sont en train de travailler à faire la démarcation par rapport à une certaine disposition pour combattre le réchauffement climatique. Et puisqu'on en parle déjà avant même d'entrer dans le contenu de cet accord, alors la COP c'est quand même plusieurs niveaux de discussion, le niveau scientifique, le niveau politique. On voit quand même plusieurs délégations, les 197 pays ou encore un peu plus qui ont ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. On voit tout ça. Mais on devrait lire autour de cette mobilisation une volonté également politique à pouvoir régler les problèmes liés au climat sur la planète. Mais malheureusement, on n'évolue pas. Est-ce que c'est de l'hypocrisie simplement? Puisqu'il y a certains pays qui font savoir clairement leur position. Les États-Unis, on a vu l'Arabie Saoudite, on a vu le Brésil dernièrement, la Turquie aussi qui aujourd'hui se considère comme un pays sous-développé qui ne veut pas se mettre au rang des grandes puissances et tout. Mais en dehors de ça, il y a beaucoup d'autres pays qui jouent aussi à une politique un peu hypocrite. Pourquoi généralement on n'obtient pas, on n'avance pas concrètement alors qu'il y a cette forte mobilisation? On n'avance pas parce que le débat aujourd'hui sur le climat est confronté à d'autres réalités. Il y a l'emploi qui est là. Les pays sont, aujourd'hui on parle de gilets jaunes en France. Déjà quand on a dit qu'il faut la taxe sur le carburant pour respecter l'esprit également du réchauffement climatique, les personnes n'ont pas été d'accord. Les travailleurs se sont dit mais nous on n'a pas les moyens de supporter le coût. Quand on dit la lutte contre le réchauffement climatique, ça a également un coût. Et le coût, par exemple, aux États-Unis, c'est d'abord les emplois. Je ne vois pas Trump fermer des usines pour sauvegarder l'intérêt contenu dans l'accord de Paris, par exemple. Pour eux, l'emploi fait partie des enjeux de souveraineté nationale. Et donc, quand on a en face les populations qui sont plus exigeantes en matière de croissance économique, en matière d'emploi, en matière d'énergie, alors je crois qu'il y a de ces pays développés qui tiennent d'abord des enjeux économiques avant de parler des enjeux de développement durable. Pour eux d'abord, c'est qu'il faut avoir les moyens, il faut se développer et trouver ensuite les moyens de faire face aux catastrophes. Alors que ça ne doit pas être le cas. Il faut construire le pays en même temps que l'on préserve l'écosystème, en même temps que l'on préserve le développement durable. Mais pour eux, c'est qu'il faut d'abord construire et avoir les moyens avant de faire face à tout ce qui est changement climatique, environnement, qui est plutôt relégué au second rang. Et donc, c'est normal qu'ils veuillent décliner à la face du monde que eux ne sont pas pour cette contrainte-là qui dit qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour eux, réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est réduire la productivité des États-Unis, par exemple. Intérêts industriels, voilà, économiques. Tout à fait. Donc, eux, leur position, c'est clair. Mais par contre, il y a d'autres pays qui, effectivement, sont hypocrites, qui ne disent pas vraiment ce qu'ils font, qui ne disent pas vraiment leur intention, et donc qui viennent aussi à la COP en tourisme pratiquement, et retournent dans leur pays pour ranger les conclusions. Parce qu'ils savent que, bon, de retour au pays, on oublie ce qui s'est passé à Katowice, à Marrakech. Classé le Bénin famille. Je ne dirais pas ça parce que, je ne dirais pas parce que on a eu quand même à la COP 24 des discussions sur le centre
de recherche agronomique sur l'agriculture résiliente. On a eu des discussions pour le développement de villes durables. Je crois et j'espère qu'on pourrait l'implémenter au retour à Cotonou dans nos politiques de développement. Qu'est-ce que nous autres nous allons chercher dans ce marché-là? C'est quand même des subventions, c'est comment du financement. Et donc, je pense que jusque-là, le Bénin n'est pas encore un grand pays industrialisé. Et donc, le combat qui se mène aujourd'hui, en réalité, c'est un combat entre les pays industrialisés. Parce qu'il faut revenir à l'ère pré-industrielle. Est-ce que nous pouvons venir facilement à l'ère pré-industrielle? C'est pas vrai. C'est reculé au moins de 150 ans. Parce qu'il y a 150 ans, le monde entier était à une étape donnée. Donc les gens ont fait une option de rentrer dans l'industrialisation et c'est ça qui nous a amené à là où nous sommes aujourd'hui. On est déjà à près de plus de 3,2 degrés Celsius. Et donc, c'est plus un combat où il faut porter costume, il faut s'enfermer dans une salle, il faut se balader. Non, c'est que nous sommes en train de vivre, nous sommes en danger. La planète est en danger. Ils vont faire beaucoup de promenades. Voilà. Et donc, nous n'allons plus dire nécessairement qu'on est que nous n'allons plus tenir compte des options politiques, des options politiques. Parce que plus, je pense que on se dit, bon, voilà, nous tous, on sait que nous sommes en difficulté. Tout le monde entier sait qu'aujourd'hui, la planète est en difficulté, mais quand on veut prendre des dispositions, on regarde le côté politique. C'est ça, en réalité, ce que Fulbert était en train de dire tout à l'heure. Parce que vous ne pouvez pas, ne serait-ce que dire que les États-Unis va décider un temps soit peu de réduire tout ce qu'ils font aujourd'hui en termes de production industrielle. Et c'est ce qu'on est en train de leur demander. Et donc, c'est le sacrifice à faire. C'est vrai qu'entre-temps, l'Arabie Saoudite a commencé avec son programme Clean Power. Mais vous savez que Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris. Et quand même, ils étaient présents, ils étaient représentés à la COP24. Les gens vont toujours en lobbying. Ils vont pour dire aux autres de se retirer. Presque, c'est des initiatives comme ça qui amènent à faire des pressions. C'est des pressions sur des pressions pour empêcher les autres qui veulent aller dans un sens donné à ne pas y aller. Vous voyez, nous aujourd'hui, nous sommes presque encore avec de l'agriculture paysanne. On n'est pas encore très avancé dans l'industrialisation, mais je vous dis, les politiques veulent aussi l'industrialisation. Le malheur pour ces pays moins avancés comme le Bénin d'ailleurs, c'est que nous sommes plus exposés. Voilà. Non seulement nous sommes exposés, nous sommes exposés, mais nous n'avons pas les moyens de rester sur une planète où tout le monde est en train d'aller dans un sens donné. Et si nous autres, nous voulons, ceux qui nous aident, disent qu'il faut aller dans tel sens et que nous autres, nous voulons nous reculer, c'est là que nous sommes frappés systématiquement par les grands lobbies. Et donc, vous-même, vous savez ce qui se passe. Par rapport à l'agriculture écologique, par rapport à l'agriculture paysanne, par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui, la question des semences, la question des pesticides. Il y a tellement de choses aujourd'hui où nos petits États n'ont pas tellement de poids pour revendiquer quelque chose. Alors justement, on parle maintenant de cet accord. Je sais que vous avez lu le document aussi. Fulbert Adimerossou, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement du contenu de cet accord du 4 juillet? On a défini les règles. On attend de voir comment est-ce que les règles seront appliquées. On a dit que c'est technique. C'est purement technique, ce document. Ce qui m'intéresse moi plutôt, ce n'est pas seulement les règles de mise en œuvre de la COP 21. C'est plutôt l'accord de Paris. Oui, parce qu'aujourd'hui on a défini les règles, mais il faut encore actualiser les CDN, les contributions nationales. Ça veut dire que à la prochaine COP, on nous reviendra encore pour dire qu'on veut actualiser la COP 21. Et donc, d'actualisation en actualisation, on fera encore plusieurs années avant de dire qu'effectivement la COP 21 est en train d'être mise en œuvre. Ça veut dire qu'on prend du temps, on repousse l'agenda et ça veut dire que les objectifs ne seront pas atteints. Pendant ce temps, le réchauffement va prendre encore de l'ampleur, les catastrophes vont prendre de l'ampleur, les dégâts sont là déjà, ce n'est plus une fiction, c'est aujourd'hui réel. Si Donald Trump, qui il y a 2 ans disait que le climat était une fiction, le réchauffement était une fiction, vient dire après qu'il y a quelque chose qui se passe, ça veut dire qu'il a compris parce que les ouragans aux États-Unis l'ont montré qu'effectivement il y a un réchauffement climatique. Mais ce qui est là, c'est comment est-ce qu'il faut agir. Est-ce qu'on a aujourd'hui les moyens d'agir? Et ce qui est craintif, c'est pour les pays comme les nôtres.
est-ce qu'on a les moyens de faire face à des ouragans comme ce qui se passe aux États-Unis? On ne peut pas résister pendant 24 heures parce qu'on n'a pas aujourd'hui ces moyens-là. Quand on dit qu'il y a inondation, on sait combien on dépense pour pouvoir faire face aux inondations. Mais pourtant, on n'arrive pas à y faire face sur plusieurs mois. Quand il y a eu l'effondrement du pont de Malanville, on sait ce que ça a coûté pour l'économie, par exemple. Mais juste parce que c'est un pont, on n'a pas encore plusieurs dégâts à la fois, en une même journée. Ce qui veut dire qu'il faut commencer par se préparer pour évaluer dans nos pays, surtout les pays les moins avancés, les risques. Et quand on parle d'évaluation des risques, c'est qu'il faut parler de contribution de la science. Combien nous investissons aujourd'hui dans la science pour évaluer les risques liés au réchauffement climatique? Est-ce qu'on peut dire exactement aujourd'hui au Bénin que dans 10 ans... Avant de parler de ce que le Bénin fait, les efforts du Bénin quant à ce qui est de la mise en œuvre des conventions et autres, mais quand on prend l'accord de Katwijk, justement, il y a des aspects qui nous intéressent. L'accord de Paris, on nous a dit que c'est un accord juridiquement contraignant, mais ce qu'on a obtenu pour sa mise en œuvre, on l'a dit, il suffit que les États fassent juste un point de leur contribution en matière de réduction des gaz à effet de serre tous les 2 ans, mais l'État est libre quand même, quand on prend l'État qui est souverain, il est libre de faire. Alors si cet État dit, bon voilà, à l'horizon 2030, je dois réduire ma pollution de 10% peut-être, et que dans ce document, dans ce rapport qu'il fournit chaque année, on ne sent pas, on le sent peut-être face à ces efforts, la concrétisation ou la volonté d'aller vite dans ces ambitions, il n'y a pratiquement rien. Le manuel n'a rien prévu, certainement. Le problème est que déjà, si l'on disait dans le document, dans le manuel, que les règles sont contraignantes, je ne crois pas que l'on ait pu obtenir une vingtaine de signatures. C'est parce qu'on tenait nécessairement à avoir quelque chose qui pourrait porter le nom de accord de Katowice, que l'on est arrivé à définir des règles qui ne sont pas contraignantes. Voilà, donc encore là nous sommes dans le formalisme. Parce que si l'on dit que c'est contraignant, il y aura beaucoup de pays qui vont se dire, mais je n'ai pas les moyens de respecter ce que vous dites là, donc je ne peux pas poser ma ceinture. Et par conséquent, on aurait fini une COP sans pour autant avoir quelque chose de concret à garder pour cette édition. Et donc, on est encore dans la continuité de la COP 21, pratiquement. Et puis, les questions de financement également ont été évoquées. Hein. Voilà, je pense que surtout quand vous prenez au niveau du rapport du GIEC, ou des pays comme la Turquie qui devait prendre la chose à bras le corps, et par exemple pour financer d'autres pays qui sont en difficulté, réclament également des financements au niveau de cette COP-là. Et donc, moi, j'estime que les petits pays comme le nôtre ont besoin, ne serait-ce que d'être portés et pour réparer ce qui est peut-être irréparable sur d'autres. Parce que sur le continent, nous avons encore des nations qui avaient peut-être avec quelques financements, peuvent également réparer tout le tort que les autres pays industrialisés ont déjà fait à notre planète. C'est justement ce pourquoi il y a aujourd'hui le marché carbone aussi, hein, où on peut acheter le degré de pollution dans notre pays, quand on sait que nous, on a la possibilité de polluer beaucoup et que les autres, pour s'adapter, pour des questions d'atténuation, doivent initier des projets. On se fiche des quotas et on peut... Mais est-ce que dans tout ce jeu, finalement, on ne dit pas encore les mêmes choses? Oui, on reprend les mêmes choses. Et justement, parlant de financement, j'étais à la conférence africaine sur le changement climatique, la 7e conférence à Nairobi. On a dit qu'il faut que, pour que l'Afrique puisse être vraiment résiliente, il faut accroître le financement aux entreprises aides, aux pays, surtout les moins avancés. Mais aujourd'hui, il y a ne serait-ce que quelques opportunités qui sont là. Mais comment se fait-il que tous les pays n'arrivent pas à avoir accès à ces opportunités-là? Capter les fonds comme il le faut. Il y a le fonds vert, il y a le fonds d'adaptation il y a ces fonds-là qui sont là. Bien sûr. Mais les pays n'ont même pas accès encore à ces fonds parce qu'on n'a pas de projets bancables. Quand déjà vous n'avez pas les projets... la compétence. Il y a un problème de compétence, il y a un problème de données parce que ces pays n'ont pas de données actuelles. Quand vous rédigez un projet, vous allez trouver encore des données de 1990. Alors que vous voulez régler un problème de 2018, ça pose un problème. Ça pose un problème. Quel bailleur va accepter de financer un projet dans lequel vous mettez encore des données de 90?
Pour régler ce problème, il faut d'abord financer la recherche scientifique. Il faut actualiser les données pour avoir des projets qui puissent respecter véritablement les besoins du terrain. Et donc, s'ils n'ont même pas encore la possibilité d'aller rechercher du financement, le peu qui existe, je ne pense pas qu'on puisse encore dire nous voulons du financement. Parce qu'on va plaider pour le financement, mais on n'aura pas toujours encore le mécanisme pour pouvoir avoir accès. Il faut d'abord régler dans nos pays le problème d'accès aux données, actualiser les données, avoir des projets qui respectent effectivement les besoins de développement et l'esprit de la lutte contre le réchauffement climatique. Quand on tiendra compte de ces réalités-là, je crois que ne serait-ce que quelques millions de dollars, on peut l'avoir. Et quand on applique tout ce que vous expliquez là au Bénin, comment voyez-vous cette politique mise en œuvre justement? Au Bénin, je crois qu'il faut encore réorganiser autrement la recherche scientifique. Parce que quand vous voyez le poids de la recherche, de ce qui est financé dans la science par rapport au budget, par rapport au PIB, c'est vraiment insuffisant. Quand on dit développement, c'est d'abord la science. Quand vous n'investissez pas dans la science, n'attendez pas un bon résultat. Vous aurez beau investir des milliards dans des entreprises, elles vont produire ce qui ne répond pas aux besoins de la population. Et vous allez revenir encore 10 ans après pour tout reprendre. Il faut aujourd'hui développer une synergisation entre les laboratoires de recherche, entre les institutions de recherche, de sorte à disposer de données concrètes. Quand on aura les données, on pourra avoir des projets pour développer des villes écologiques, pour développer des villages écologiques, pour développer des transports urbains respectant les besoins de développement durable. Et je crois qu'on serait de toute façon un peu plus résilient par rapport au réchauffement climatique. Dans le cas contraire, c'est qu'on fera des discours politiques. On reviendra encore les années suivantes pour dire nous avons besoin encore de financement parce que le problème qu'on a posé est toujours encore là. Christian Koulombé, c'est vrai que le Bénin aussi a préparé cette COP. Ça fait déjà un mois, un peu de mois à la clôture. On ne sent peut-être pas encore, on ne sent encore rien sur le terrain. Voilà, et on aurait peut-être souhaité avoir déjà des sons de cloche de part et d'autre, avoir ne serait-ce qu'un rapport de tout ce qui un rapport d'étape par rapport à la participation du Bénin à cette conférence-là. Mais là, on est dépourvu d'abord de ces sons de cloche-là. Et donc, nous faisons avec le peu que nous autres, puisque vous savez quand, il faut le dire, quand vous allez... C'est difficile d'avoir ces cadres aussi impliqués en tout dans cas, la politique environnementale. on ne tire pas sur eux, on ne tire pas sur eux. Nous pensons qu'ils prendront tout le temps nécessaire pour nous dire ce que nous sommes allés faire. Aller faire dans cette conférence-là, ce que nous avions eu de cette conférence-là. Est-ce que finalement nous avons eu notre financement par rapport au centre international qu'on appelle de recherche sur l'agriculture résilience? Est-ce que nous avons eu ça? Est-ce que nous l'aurons? Au moins c'est des choses qu'il faut amener. Il ne faut pas seulement dire voilà c'est une volonté politique et voilà et c'est ce que nous sommes allés défendre. Mais qu'est-ce que nous avions eu? Nous on est vraiment qu'on appelle et par rapport à cela, on veut comprendre ce qui s'est passé de l'autre côté par rapport au Bénin. Mais quand je reviens un peu à ce que Fulbert a dit, vous savez, chez nous, il y a beaucoup d'études qui se font parrainées par les partenaires au développement dans des domaines donnés. Et donc, quand nous faisons les études, les recommandations sont difficiles à appliquer. Quand les gens nous ont demandé dans ce pays, allez faire les schémas directeurs d'aménagement, allez faire les plans d'aménagement, on a fini de faire, mais les recommandations n'accompagnent pas. On continue de déposer les bétons dans les milieux, dans les marécages, dans les zones humides. On continue de déposer les bétons dans les zones humides. On continue de verser les ordures dans les zones humides. Et donc, ce que nous-mêmes nous devons faire à notre niveau. C'est pourquoi je dis, c'est pas seulement aller dans une conférence costumée et aller parler, lire un long discours, représenter les chefs d'État. Non, c'est seulement ça. Mais il y a une question d'habitude. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que peut-être à Glodjigbe, on ait un village écologique? Comment nous sommes en train de sensibiliser les populations sur les différentes lois qui sont votées? Vous savez que la loi cadre sur l'environnement, c'est la dernière fois qu'on a arrêté les gens à Cotonou par rapport à la pollution sonore, qu'ils ont compris que nous avons un test. Voilà, c'est en ce moment-là qu'ils ont compris qu'on a un test. Et donc, il y a un travail à faire au niveau des élus locaux, au niveau des maires, au niveau de nos députés, pour qu'ils puissent comprendre, voilà, nous votons les lois, mais nous devons avoir également, parce
parce que moi, je pense qu'on dit... Mais justement, quand on est allé voter des malades de cette façon-là, on se demande alors que font les autorités qui sont dans les bureaux, dans les ministères, dans les agences, dans les institutions de l'État. C'est ça aussi la question. C'est l'écart entre ces autorités-là, et la base qui pose le problème. Ouais, on a dit que Alada est chef-lieu. L'administration s'est rapprochée un peu plus de la population. Mais qu'est-ce qui doit être fait au niveau de cette préfecture pour qu'on assiste véritablement à un aménagement, pour qu'on assiste quand même véritablement à une disposition territoriale qui va ne serait-ce que respecter l'environnement. C'est à ça que nous devons aller. Que ce soit les agriculteurs, que ce soit les émédiants, qui à longueur de journée font émettre beaucoup de gaz dans l'atmosphère. Ils doivent savoir les conséquences de ce que... Chacun doit savoir les conséquences des actions qu'ils posent sur notre environnement. C'est à ça qu'il faut aller. Il ne faut pas seulement dire que les États-Unis ont refusé, se sont retirés de l'accord de Paris, ou bien l'Arabie Saoudite a refusé, ou bien le Brésil a épilogué un temps soit peu sur le rapport GIEC, que c'est à cause de ça que le Bénin... C'est pas ça. En réalité, nous-mêmes, on a un rôle à jouer. C'est pas seulement aller à la COP. Ou même, nous-mêmes, on peut faire notre COP locale. On peut faire chez nous, on peut officier ces choses. Les gens, Fubert a parlé des scientifiques. Je vous jure, il y a tellement d'études qui ont été faites. Tellement d'études qui ont été faites dans ce pays, des mémoires, plein de travaux scientifiques. Mais ça dort dans les tiroirs, ces travaux. Est-ce que vous ne voyez pas, il y a un grand écart. Il y a un grand écart entre ces travaux de terrain et ce qui se passe au plus haut niveau de notre... Il y a aussi parfois beaucoup de fossés entre les actions au sommet et puis les actions à la base, surtout avec la société civile, les ONG, qui sont beaucoup plus dans du concret en fait. Oui, tout à fait. au moins à la COP, on a eu des forums des ONG sur le financement, sur les énergies, sur le développement des villes durables. Il faut aussi saluer que si on a eu au moins ces résultats scientifiques ou également à ce niveau, ces résultats liés aux négociations, c'est également la pression des ONG internationales. Oui, tout à fait. Voilà. Mais le problème que pose Christian, c'est d'abord un problème de communication et d'éducation. Quand vous prenez les questions liées au changement climatique, il y a le débat qui se fait au niveau international. Au niveau national, vous avez encore un grand écart entre ce qui est dit au niveau international et au niveau national. Et vous avez un grand écart maintenant entre ce qui est dit au niveau national et ce qui se fait au niveau sur le terrain même. À la base même. À la base même. Les populations à la base n'ont même pas sensible vraiment même sensible. Voilà. Quand vous venez à la télévision, vous faites un reportage, vous dites qu'à la COP, nous avons discuté du développement durable, de ci, de ça. La population, l'habitant, l'agriculteur qui est à Malanville, qui est à Banikwara, lui ne maîtrise rien de tout ça. Pour lui, son intérêt, c'est en quoi le réchauffement peut perturber sa production. Ses activités. Et quelle solution vous m'apportez? Est-ce que vous m'apportez des bulletins météorologiques? Justement, aujourd'hui, avec les fluctuations des saisons... Voilà. Qu'est-ce que vous m'apportez comme solution? Est-ce que je dois produire désormais en janvier? Est-ce que je dois produire en mars? Qu'est-ce que vous m'apportez comme solution? C'est d'abord son intérêt à lui. Et si nous ne nous rapprochons pas de la base, si nous ne sommes pas en phase avec la base, nous aurons des écarts à tous les niveaux. Les débats seront pratiquement divergents. C'est ça le péché que nous commettons. Vous savez que parfois, pour un projet sur Banikwara, on peut rester à Cotonou et l'écrire. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il faut tenir compte des réalités sur le terrain. On ne peut pas en arriver là si nous n'orientons pas la communication, l'information et surtout l'éducation sur les questions de changement climatique autrement. Il faut en tenir compte dans nos programmes éducatifs, il faut en tenir compte dans l'encadrement des producteurs, il faut en tenir compte dans nos séminaires et ateliers parce que souvent nous sommes à ces ateliers-là pour valider des documents et puis 3 jours après, bon, c'est rangé, on programme notre atelier, c'est pour faire du formalisme. Si l'on reproche aux États du fait que la COP soit devenue pratiquement un terrain de formalisme, alors nous aussi, ne faisons pas la même chose. Évitons aussi de tourner en rond autour de ces questions-là. Faisons dans du concret et je crois qu'on aura des résultats. Je voudrais abonder dans le même sens que Fubert en disant que les ONG font beaucoup d'efforts sur le terrain. Déjà que quand vous suivez un peu au niveau de la COP, les vrais échos que nous avons eu au niveau de la COP, ça vient des ONG. Vous prenez une ONG comme Justice Climate Now, cette ONG a quand même dit que si les politiques restent
se démarque de la réalité du terrain, c'est que notre planète va en partie. Et donc, c'est pas les politiques qui arrivent à sortir, à mettre de telles pressions quand même sur les dirigeants au plus haut niveau. Ce qui se passe aujourd'hui, on doit fermer un temps soit peu les yeux sur les questions politiques et avancer de façon pratique. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans chaque pays? Et moi, c'est quand même une suggestion que je fais déjà. Je pense qu'il faut une synergie d'action entre tous les acteurs à différents niveaux, désormais dans chaque pays. Dans chaque pays, pour qu'on puisse faire des travaux, pour se démarquer. Pour que ceux-là qui nous invitent à cette grande conférence puissent voir que, on les invite. Parce qu'ils ne nous invitent pas pour qu'on vienne faire du suivi. Ils nous invitent aussi pour qu'on puisse faire la même opération chez nous. Je pense que les autorités de chez nous aussi doivent penser à ce que nous organisons des initiatives de ce genre. Ça peut ne pas être appelé COP. Ça peut ne pas être appelé, ça peut être appelé. Mais justement, ça a commencé sur le continent avec le rendez-vous de Nairobi. Même au-delà de ça, il y a eu la COP des villes, des communes de Nairobi, au-delà même de la conférence africaine du Et puis, il y a une autre initiative de la COP des jeunes, par exemple. Et la COP des jeunes, c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas eu. Donc, nos maires, nos autorités, nos autorités communales doivent quand même prendre à bras le corps certaines choses. Est-ce que ils arrivent, on doit faire une synergisation de telle sorte que désormais pour les histoires de corps, pour les déplacements de cette envergure, qu'on puisse au moins avoir leurs représentants pour qu'ils puissent aller. Bien sûr, qui a s'ils ont pris part, ils ont intérêt. S'ils ont pris part, ils ont intérêt à vraiment imparter tout ce qui s'est passé là-bas sur la population. Alors 2019, ça va être le Chili qui va l'organiser dans quelques mois où pratiquement, le président a refusé avec la nouvelle politique en cours, avec le nouveau président élu. 2020, c'est prévu pour que l'accord de Paris entre en vigueur. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans quelques mois? On aura le débat sur l'actualisation. Ce qui veut dire qu'on va rester un peu encore dans la théorie pour quelques années encore. Et avant de revenir parler du concret. Donc, c'est ce que je déplore surtout. Pourquoi ne pas déjà... Est-ce qu'on a pu mettre en œuvre les CDN qu'on a élaboré, qu'on a d'abord mis de l'argent, qu'on a d'abord mobilisé de l'argent pour pouvoir élaborer? Je prends le cas des CDN du Bénin. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement encore jusque-là avec nos CDN avant de parler encore d'actualisation de ces CDN-là dans un ou 2 ans? Donc, si déjà on est encore à cette étape-là, je ne pense pas qu'on puisse évoluer. Il faut qu'aujourd'hui, le débat soit posé autrement. Qu'est-ce que nous faisons sur le terrain? Au lieu qu'on soit encore dans l'étape de globalisation, de ce qu'on peut mettre dans un document, il faut plutôt qu'on pense à ce qu'on peut faire sur le terrain et à ce qu'on a pu faire en 2018. Qu'est-ce qu'on fait en 2019? Quand on évalue par rapport à ce qu'on a fait il y a 5 ans, est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de changer autrement? Je prends l'exemple, on a interdit il y a 3 ans de couper les mangroves, les palétuviers. On a interdit dans le même conseil des ministres de couper les palétuviers. Si le gouvernement a été obligé encore de revenir en 2018, interdit encore la coupe des cocotiers, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on a pris une décision, il n'y a pas eu suivi, on est obligé de revenir encore pour dire évitons de couper les cocotiers. C'est comme si c'est une erreur qui se prenez l'ambassade de France à Cotonou. Vous y trouverez des cocotiers. Mais prenez les autres institutions qui sont aux alentours. Vous ne trouverez rien pratiquement autour. Ça veut dire que si déjà les institutions, dans nos politiques d'aménagement, nous ne trouvons pas de l'espace pour la verdure, ça ne donne pas l'exemple, ça ne force pas aussi la population à faire de même. Merci. Soyons dans le concret, dans le pragmatisme. Et je crois que au-delà des discours, ce qu'on retiendra dans 20 ans, c'est ce qu'on a marqué sur le terrain. Merci à vous, Fulbert Adimerossou. Christian Kounombe, rapidement pour boucler ce débat. C'est ce que je reste quand même dans le même sens que Fulbert. Parce que vous savez, Fulbert a même dit que c'est pas seulement le Conseil des ministres. Il y a des décisions qui ont été prises en 93 par rapport à la protection de la côte, façon c'est que les cocotiers. À l'occupation des îles. Voilà. Donc, depuis Cotonou jusqu'à Grand Popo, on ne devait pas détruire les cocotiers. Mais ceux qui coupent les cocotiers, ce n'est pas les autorités qui sont dans le bureau qui viennent couper les cocotiers.
c'est ceux-là. Est-ce qu'entreprendre l'information il faut à ces niveaux, voilà, justement, de communication. Il n'y a pas le suivi aussi. Si, en principe, si tu coupes un cocotier, automatiquement, on doit t'arrêter. Et tout le quartier, tout le village est au courant qu'on l'a arrêté ce matin. C'est vrai qu'on le dit souvent aussi, il est censé ignorer la loi. Voilà. Hein. Bon, voilà, merci. Merci à vous, chers confrères. On aura le temps de revenir sur d'autres détails. Il y a eu des questions liées à la transition écologique également. On aura tout le temps de revenir sur ces détails dans l'émission Matin d'Eden ou sur d'autres plateaux environnement sur Eden Télévision. C'était le décryptage.